Jeudi, jour de paye, mais aussi jour de podcast Leader RH. Merci d'être à l'écoute et de vous inspirer du parcours de différents leaders de la communauté de ressources humaines du Québec. Aujourd'hui, j'ai une conversation avec Marie-André Lemelin-Breton, qui est au Port de Québec, une organisation plus que centenaire, très importante dans la région, mais qui a aussi fait une bonne partie de sa carrière dans une start-up technologique. C'est intéressant de voir comment on peut penser que les deux sont aux antipodes, mais qu'en termes de RH et comme leader, on peut définitivement faire des parallèles entre les deux organisations. Que ça soit la façon qu'on gère le changement, la façon qu'on forme nos gens, soit avec des compétences dans le start-up technologique, des compétences qui n'existent pas, ou dans le port, des gens qui sont là depuis 25, 30, 40 ans, qui font la même job, comment je transfère ces compétences et ces connaissances-là. Donc, il y a beaucoup de liens. On parle de changement d'organisation, changement au leadership de l'organisation, comment on peut se positionner comme RH pour influencer, mais aussi s'assurer que les objectifs organisationnels sont alignés avec nos objectifs de notre département RH. On parle aussi un peu d'entreprise à compétence fédérale. Marie-André est notre première invitée d'une entreprise à compétence fédérale. Donc, un petit clin d'œil ici à la formation universitaire. J'en dis pas plus. Sinon, beaucoup de trucs, beaucoup d'informations précises, surtout des choses que vous pouvez mettre en pratique dans votre pratique courante comme leader RH. Alors, bonne écoute et si vous appréciez notre podcast, merci de le partager autour de vous. Bonjour Marie-André. Bonjour. Donc, Marie-André Lemelin-Breton. Oui. VP Talent, Culture et Communication. Je pense qu'il s'est rajouté au Port de Québec. Bienvenue au podcast Leader RH. Avant qu'on parle du Port, j'aimerais ça qu'on recule quelques années en arrière. Tu es toute jeune encore, fait que c'est vraiment quelques années. Pourquoi tu étudies en RH? Qu'est-ce qui t'a amené dans les RH? En fait, avant de commencer à parler de mon parcours, je trouve important de te féliciter, de te féliciter pour ton courage parce que des podcasts RH québécois ou canadiens-français, moi, j'en avais pas trouvé et je me remets à justement, tu me posais la question, pourquoi j'ai étudié en RH? Bien, je me remets à quand j'ai fini mon bac en relations industrielles, j'aurais voulu pouvoir entendre de ces podcasts-là pour comprendre c'est quoi vraiment la réalité terrain. Parce que oui, un bac en relations industrielles, ça nous donne des super bonnes bases, mais c'est vraiment sur le terrain où on en apprend plus. Et quand on parle avec des leaders RH, on comprend vraiment la réalité. Fait que je te félicite pour ça. Merci. Puis j'ai écouté plusieurs des autres podcasts qui étaient super intéressants. Fait que vraiment, félicitations à toi et ton équipe pour cette initiative-là. Merci. C'est l'objectif d'inspirer des gens puis que ça soit concret, on se rend compte qu'on vit pas mal, de la petite, la moyenne, la grande organisation, on vit souvent les mêmes problématiques, les mêmes enjeux. Des fois, on a des solutions différentes. Mais on s'en sort pas mal toujours pour la gang d'RH. On n'est pas plus. Vraiment. Puis je ne suis pas si jeune que ça. Là, j'ai eu 40 ans cet été, mais quand j'ai commencé, moi, initialement, je ne voulais pas étudier nécessairement en ressources humaines. Là. J'ai toujours été intéressée par l'humain. J'aime découvrir des nouvelles cultures. J'avais étudié en langue parce que, bon, j'ai des facilités avec les langues. J'avais commencé en études internationales et langues modernes. Tu sais, des fois, tu arrives dans un bac, puis là, tu regardes les gens autour de toi, puis tu te dis, oh, OK, je ressemble pas aux gens, j'ai pas vraiment de communauté d'intérêt. Puis je réalisais aussi que les professions avec lesquelles on pouvait sortir d'un bac en études internationales, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Fait que je me suis mis à regarder c'est quoi les différents autres programmes qui existaient. Là, j'ai vu Relations industrielles qui est plus liée aux organisations, au développement de l'humain, proche de l'humain. Ça me parlait, malgré le fait que dans les débuts, il n'y en avait pas tant des ressources humaines. C'était plutôt rare. Puis la place que prenaient les ressources humaines n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Fait que je vais étudier en relations industrielles. Je finis mon baccalauréat. En fait, là, je pense que je vais un peu trop loin dans les questions. Hein. Tu m'as demandé pourquoi je suis allée en ressources humaines. On y va. On ne se casse pas la tête. Mais tu sais, tu viens d'un background d'une organisation, une famille, pas une organisation, une famille entrepreneuriale dans le domaine d'agriculture. Exact. Comment ça teint? Parce que tu dis, on ne connaît pas les RH, il n'y en a pas, mais il devait certainement avoir des RH
Ou tu en entendais moins parler ou c'était moins... Je pense qu'avant, les fonctions aux ressources humaines étaient plus comme des fonctions administratives qui étaient... puis je peux parler, là, je peux pas dire que c'était comme ça dans toutes les organisations, mais oui, tu l'as dit, moi, ma famille a une entreprise, fait que je viens d'une famille d'entrepreneurs, puis malgré le fait qu'il y avait peut-être une 50aine d'employés, il n'y avait pas de département ressources humaines. Quand on parle de ça. Oui, c'est ça, la paye, les avantages sociaux. Puis, tu sais, quand je suis allée en relations industrielles, je ne savais pas exactement qu'est-ce que c'était des relations industrielles. C'est dans le bac qu'on l'apprend. Fait que oui, ça a eu un impact sur mon choix d'aller en relations industrielles parce que je me disais comment on peut travailler avec les humains pour faire en sorte qu'une organisation atteigne ses objectifs. OK. Fait que ça, c'est la petite fibre entrepreneuriale qui n'était pas loin. Ouais. Puis ta première expérience en RH? Ma première expérience, la plus, disons, officielle a été au Château Bonne-Entente. Tout de suite après mon bac, j'ai été... En fait, moi, dans tout mon parcours, j'ai été hyper privilégiée. J'ai commencé dès le début au Château Bonne-Entente avec un contrat, un congé de maternité. Où j'étais généraliste, mais tu sais, surtout les choses qu'on fait quand on commence, le recrutement, paye, avantages sociaux. Après ça, j'ai travaillé pour Collabor, qui était pour une fille qui avait 23-24 ans, là, c'était une expérience vraiment très enrichissante. En fait, initialement, j'avais été embauchée par Bertrand, un distributeur en alimentation. Okay. Puis, Collabor avait acheté plusieurs... Fait que tu as été embauché dans l'entreprise qui a été achetée éventuellement par Collabor. Exactement. Okay. Puis, Collabor, en fait, achetait plusieurs distributeurs en alimentation, puis on faisait l'intégration, la fusion. Fait que quand j'ai commencé, c'était uniquement la division de Saint-Nicolas. Il y a eu Chicoutimi qui s'est joint. Là, je vais y aller de mémoire. Il y avait au Nouveau-Brunswick, il y en avait... bref, on faisait en sorte qu'il fallait fusionner. Délocalisé. Puis là, ils achetaient d'autres distributeurs, un peu comme Collabor a acheté Bertrand, ils achetaient le distributeur à Chicoutimi. Puis là, vous autres, dans l'équipe RH, deviez faire l'uniformisation. Exactement. Des pratiques. Wow, c'est une belle école. Fait que, oui, c'est une belle école. Puis on n'était pas une très grosse équipe RH. Là, on s'occupait de la santé et sécurité. Puis quand tu es un distributeur en alimentation, il y a des commis d'entrepôt, des chauffeurs-livreurs. C'est des métiers qui sont quand même physiquement exigeants. Fait qu'on gérait la santé et sécurité, on gérait la rémunération, la dotation. Fait que c'était tous les volets RH, on les avait avec une très petite équipe. C'est ton premier clash. Tu dis, ce qu'on apprend à l'université, ce qu'on apprend dans la vraie vie. Oui. Ça en est un bon exemple. Oui. Quand, évidemment, là, quand on tu sais, moi, je suis toute jeune, puis quand il y a des fusions d'entreprises, bien, malheureusement, des fois, il y a des postes qui sont là en doublon, puis on doit parfois faire des annonces de mauvaises nouvelles, puis je me souviens encore de faire des recherches sur comment annoncer à quelqu'un qui va perdre son emploi, puis il n'y a pas vraiment de bonne façon de le faire, mais il faut qu'on le fasse avec toute la plus grande humanité possible. Fait que tu utilises ton gros bon sens. Évidemment, ce que tu as appris dans ton bac, ça peut un petit peu t'aider, mais on ne l'apprend pas là. Fait qu'on fait du mieux qu'on peut, puis on est humain dans tout ça. Ouais. Fait que ça a été toute une école. Tu as été là... un bon 4 ans. Ah, 4 ans, OK. 4 ans environ. Là, puis après mon expérience chez Collabor, où j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, j'avais envie de vivre un milieu différent, un milieu plus... Où est-ce que ça bouge? Ben, tu sais, je dis pas que Collabor, ça bouge pas, mais tu sais, plus plus traditionnel ou c'est de la distribution alimentaire? C'est les restos qui commandent, c'est toujours le même type de transaction, j'imagine? Oui, c'est ça. Je vais dire pas... je veux pas dire que le style de gestion était plus traditionnel. Là. Je vais plutôt dire que c'est un style d'entreprise plus traditionnel. Mm-hmm. Après, je suis allée travailler pour Crack Media, où là, c'était complètement novateur. Quand j'ai commencé, c'était... dès le départ de l'organisation. Ça faisait quelques années que ça existait, mais il y avait environ 60 employés quand j'ai commencé. Il y avait combien d'RH? Il y avait une personne qui assumait les fonctions de ressources humaines, qui était excellente, mais qui n'avait pas nécessairement un baccalauréat là-dedans. Elle avait appris, disons... sur le tas, puis elle faisait ce qu'elle pouvait. Donc, pour moi, ça a été un super beau Fait que t'étais un peu comme la première embauche dans le but de fonder le département d'RH. Exact. Fait que tout est à construire. Tu arrives dans une organisation où
la moyenne d'âge est basse. Puis Crack Media, c'est un spécialiste en marketing web, donc la publicité sur le web. Fait que déjà, c'est une entreprise qui existe. On est, le quoi, 10 ans, 15 ans? J'étais là 2013. OK. En 2013, tu sais, la publicité sur le web, c'était plutôt rare. Mm-hmm. Fait que j'arrive dans un milieu où c'est beaucoup des gens qui sont créatifs, qui sont prêts à aller vers tester des nouvelles affaires. Oui, tu as des comptes à rendre à ton conseil d'administration, mais tu peux aller beaucoup loin avec les pratiques RH. Fait que ça a été un beau terrain de jeu de ce côté-là. Puis, c'était-tu un contexte plus de start-up? Ça veut dire ce qu'on voyait? Parce que moi, ce que je me souviens de Crack Media, c'était un peu ça. Là, c'était quasiment ce qu'on voyait dans la Silicon Valley. Absolument. Puis les technos, puis c'était dans les premiers, vous étiez dans Saint-Roch. Puis tout ça, c'était comme les premiers balbutiements ou les premières entreprises qui étaient même un peu plus publiques sur leur façon de faire assez innovante en RH. Absolument. Puis, tu travailles avec des designers web, des programmeurs, des gens marketing web. Fait que, ils sont prêts à embarquer dans n'importe quoi. Je me souviens, là, dans les tout débuts, on avait fait une vidéo, là, Ice Bucket Challenge. Toute l'équipe s'était mis dehors. On s'était tous mis avec une chaudière. Puis on avait fait une vidéo là, pour justement encourager la fondation à ce moment-là. Mais c'est ça. C'est ils sont prêts à faire early adopters. Ah oui, exactement. Absolument. Fait que quand j'arrivais avec des nouvelles idées, c'était pas « Ah ouais, prouve-nous avec 25 pages et un document comme quoi c'est une bonne idée ». C'est plutôt « OK, tu penses que c'est la bonne chose à faire pour que l'organisation soit plus performante? On y va, on l'essaye. » C'est un beau mandat, ça. C'est stimulant. Par contre, tout est à faire. Comment tu priorises là-dedans quand tu sais, là, tu arrivais d'une organisation, même s'il était en changement parce que Collabore achetait, puis tout ça, il y avait quand même des normes, des pratiques, des façons de faire. Là, tu avais l'occasion de mettre à ta main, mais tu commences par quoi? Tu priorises ça comment? Puis, tu sais, c'est vrai ce que tu dis, là, chez Collabore, il y avait une corporation qui nous donnait quand même des grandes lignes. Là, moi, j'arrive, je suis toute seule. Puis, c'est là où je trouve que les ressources humaines ont changé leur positionnement. L'Ordre des conseillers en ressources humaines nous développe beaucoup pour qu'on ait un rôle stratégique, puis comment le faire. Puis je pense que je l'ai bien joué de ce côté-là quand j'étais chez Crack Media. C'est de vraiment bien comprendre le contexte dans lequel évolue la compagnie. Puis c'est quoi nos forces? C'est quoi nos faiblesses? Le FFMO, là, comme on l'apprend à l'école. Là. Puis comment nous, côté humain, là, que dans la gestion des humains, on peut avoir un apport là-dedans. Fait que quand je regardais dans les enjeux qu'on avait, bien évidemment, il y avait une grande croissance. Fait que il y a eu dans les débuts, ça a été de recruter les bons talents, de les convaincre de venir travailler pour une organisation qui est dans un domaine qui n'existe presque pas à Québec. On a aussi eu à former des gens dans un domaine qui ne se forme pas à l'école. Oui, parce que, écoute, j'ai parlé avec des gens récemment qui sont à l'université, ils sont au bac en marketing, puis au bac en communication. Puis, je veux dire, ce qui est enseigné présentement en marketing, c'est déjà, ça date déjà. Fait que j'imagine en 2013, 2014, ça devait pas être enseigné. Qu'est-ce que vous faisiez en tant que tel dans l'entreprise? Fait que dans les départs, il faut vraiment y aller une étape à la fois. Là. Des fois, on se dit, OK, je vais écrire plein de politiques d'entreprise, mais est-ce que c'est vraiment ça que l'organisation a besoin dès le départ? Fait que je reviens à ta question sur on commence par quoi? Bien, on commence par là où le bas blesse, où est-ce qu'on peut vraiment avoir une contribution dans l'organisation. Puis évidemment, quand tu vis une grande croissance, bien, tu passes de 60 à 130 employés, bien, tu dois réfléchir à ta structure organisationnelle. Est-ce que les rôles et responsabilités de tout le monde sont bien clairs, sont bien précis? Est-ce que les gestionnaires jouent bien le rôle qu'ils doivent jouer? Moi, je ne suis pas là pour faire le rôle d'un gestionnaire. Tu sais, on voyait avant, traditionnellement, les RH, là, c'était la police, puis tu vas aller au bureau des RH. Moi, je ne suis vraiment pas ce genre de ressources humaines-là. Moi, je suis là pour accompagner les gestionnaires, pour les aider à faire en sorte que leurs employés grandissent, comprennent leur rôle, puis que le gestionnaire assume son rôle de façon légère. Tu sais, pas... Puis leur insuffler un peu de courage managérial et non dire « je vais t'envoyer au bureau des RH » ou t'appeler au RH. Hey, elle arrive tout le temps de tard, peux-tu la rencontrer et faire « c'est pas au RH ». Non, c'est ça. Nous, on est là pour offrir des outils pour alléger le travail des gestionnaires.
prends quelques instants pendant l'écoute de ce podcast Leader RH pour remercier Ansia, partenaire d'affaires en recrutement, pour la collaboration à la production de ces épisodes. Ansia, c'est votre partenaire pour vous assurer que tous vos besoins en attraction, en recrutement puis en intégration de main-d'œuvre dans vos organisations soient couverts par des professionnels. Donc, merci Ansia de faire rayonner la communauté de RH et de mettre à l'avant-plan des leaders RH d'ici. OK. Là, tu rentres là-dedans. J'aime l'idée avant d'arriver puis de dire bon, ben, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, de se positionner puis de dire où c'est que l'organisation s'en va. C'est une façon pour nous de se mettre comme RH plus stratégique aussi, plutôt d'embarquer dans le transactionnel. Ça me prend de politique pour ci, pour ça. Là, on monte l'hélicoptère un peu. Oui. Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi les priorités? Force, faiblesse, menace, opportunité. On regarde ça. C'est quoi les premiers chantiers que tu t'es attaqué? Là, ça date d'il y a quand même longtemps. Là. Fait que des chantiers, on en avait à chaque année, puis on s'était parlé un peu avant nos appels, là, puis on se disait les objectifs organisationnels, c'est quoi les tendances là-dedans. Puis je pense que quand on a une vision, puis on se dit, bon, ben moi, dans 10 ans, c'est exactement là que je veux être, il faut définir où s'en va l'organisation. Fait que c'est quoi tes 5 grandes orientations dans ton entreprise? Puis comment chaque personne dans l'organisation va contribuer à l'atteinte de ces 5 grands objectifs-là. Fait que quand ça, c'est clair, quand chaque personne sait quelle est sa contribution, son apport dans cette orientation-là, non seulement ça fait en sorte que l'organisation bouge beaucoup plus vite, mais en plus, les gens qui contribuent à ça sentent qu'ils ont un apport. Puis, tu vas apprendre à me connaître avec nos discussions, mais pour moi, souvent, le salaire, le titre, c'est pas quelque chose qui est important pour moi, mais mon impact, comment je peux contribuer à faire grandir quelque chose de plus grand que moi, c'est ce qui est de plus important dans mon travail. Moi, j'aime ça, me sentir accompli le matin. Donc, commencer par avoir des objectifs clairs dans l'organisation. Puis après ça, la méthodologie que tu prends, c'est pas important. Mais si tu te rends compte, par exemple, que toi, tes objectifs personnels, tu n'es pas capable de les aligner avec ceux de l'organisation, bien, tu peux peut-être te questionner sur, est-ce que je travaille dans la bonne direction? Est-ce que je contribue vraiment à quelque chose de plus grand que moi? Donc, d'avoir des objectifs organisationnels alignés avec, ceux qui sont individuels, alignés avec ceux qui sont organisationnels. Tu peux les faire trimestriels, tu peux les faire annuellement. Ça dépend toujours à quel point tu as envie d'investir du temps. Mais ça, c'est un chantier que je trouve important à mettre en place dès le départ parce qu'après ça, quand tu as ton équipe qui est là avec toi, bien, tu te dis, OK, nous, on veut avoir une croissance de nos revenus de X %. Bon, bien, en termes de recrutement, il va falloir que tu embauches X % de gens. Fait que tout est aligné puis tout le monde contribue de cette façon-là. Fait que même si c'est un exercice qui peut sembler dire, c'est quelque chose de... C'est pas les RH, c'est l'organisation, la stratégie. Tout ça est décliné, puis c'est connecté. Comme tu dis, si on veut augmenter des parts de marché, ça va dire peut-être des nouvelles personnes à rentrer, des nouvelles compétences à développer, des nouvelles équipes de leaders à monter, de comment on structure l'organisation à 60 puis à 130, c'est pas la même organisation. Au-delà des titres et tout ça, ça vraiment, ça nous positionne... C'est une façon de se rendre plus stratégique. Puis ça définit toi-même ton plan après ça comme RH. Je trouve ça intéressant. Puis là, je vais poser ma question parce qu'on est en train de mettre ça. Oui, c'est ça, toi aussi. Hein? Les objectifs, puis on est là-dedans. Là, on a fait notre carte stratégique. On a identifié c'est quoi nos enjeux organisationnels, c'est quoi nos 4 priorités. On s'est attardé sur 4 priorités. Mais là, j'essaie de faire les objectifs au trimestre. Je me dis que si on les fait au trimestre, on va se donner plus d'agilité, puis c'est de dire, l'humain étant ce qu'elle est, on fait un petit peu à la dernière minute, ou non, c'est juste moi, mais si tu dis juste l'objectif pour 1 an, c'est plus long avant de se rasseoir puis de valider ça. C'est quoi mes enjeux? Qu'est-ce qui me guette, moi, là, de faire ça au trimestre? C'est prenant. C'est prenant. Chez Crack Media, c'était des objectifs au trimestre. Ça revient vite en tabarouette. Puis ce que j'y vais, là, je ne suis pas préparée nécessairement à ta question, mais je crois que lorsqu'on le fait trimestriellement, on va aller dans le micro beaucoup. Fait que tu vas vraiment
très concrètement dire exactement ce que tu vas faire dans le trimestre. Pour un président de compagnie, ça peut être intéressant parce que tu sais exactement tout ce qui va se passer dans les 3 prochains mois de façon précise. Après ça, même pour les employés, c'est plus facile parce que c'est précis. Si c'est marqué écrire 12 descriptions de poste, tu écris tes 12 descriptions de poste dans ton trimestre. Par contre, quand tu es une organisation un petit peu plus, j'ai envie de dire, grande, des fois, tu n'as pas besoin d'aller dans autant de micros. Ça peut être un engrenage où là, ça va devenir lourd, ça va devenir peut-être essoufflant pour certaines personnes parce que là, ça revient vite. Puis, je pense que c'est pas tous les secteurs qui vont fonctionner de la même manière. Qui s'y prêtent à avoir des objectifs au trimestre. Là, inévitablement, les équipes de comptabilité vont dire « Ouais, mais moi, je fais de la comptabilité, c'est tout le temps la même chose. Qu'est-ce que je vais faire comme objectif trimestriel? » OK, en fait, il faut que tu réfléchisses à comment tu peux améliorer ton secteur. Est-ce que tu peux diminuer la quantité de temps avant de livrer tes états financiers? Est-ce que tu peux décrire tes processus? Fait que c'est de réfléchir à comment tu peux faire un step un petit peu plus qui sort de ce que vous faites dans le quotidien pour vous améliorer. Fait que l'enjeu numéro 1, je pense que ça peut devenir très opérationnel. Je pense que ça peut être prenant pour les gens. Puis ça peut être difficile pour certains secteurs de le diviser en trimestriel. Pour des départements de vente, tu peux peut-être même avoir des objectifs mensuels. Là. Ouais, fait que je pense qu'il faut le réfléchir. Puis dépendamment, n'importe quel, selon le type d'organisation, c'est là qu'on va savoir si c'est adapté ou non pour nous d'avoir des objectifs trimestriels. Ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est que c'était un peu la théorie du bite size. Quand tu prends un objectif annuel, tu dis « j'ai 12 mois pour le faire ». Fait que oui, ça te force à réfléchir. C'est-tu logique que je vais m'engager à faire ça dans les 3 prochains mois avec « là, c'est le trimestre de l'été, j'ai des vacances, mes collègues sont là, je vais peut-être me fixer des objectifs moins grandioses pour mon trimestre d'été parce que je sais que je vais avoir moins de temps. » Fait que ça nous force un peu plus à réfléchir. Mais écoute, c'est notre premier exercice. J'ai vraiment hâte de voir. On faisait par le passé annuel. Mais des fois, on arrivait à la fin, il n'est pas atteint. Oui, mais il y a eu tel dossier, tel projet, telle chose qui est arrivée. Puis on fait oui, c'est vrai qu'on n'a pas atteint l'objectif. C'était le côté que j'aimais pas, moi, des objectifs annuels. Puis je pense aussi, tu me fais réfléchir, ça peut être aussi très formateur. Mettons, tu as une nouvelle personne qui se joint dans ton équipe. Si elle a un objectif trimestriel, comme rapidement, tu peux lui dire concrètement ce qui est attendu d'elle. D'ailleurs, ça, c'est une bonne pratique dès que tu as une nouvelle personne, de lui faire des genres d'objectifs 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là. Mais pour les gens que ça fait pas longtemps qu'ils sont dans le domaine, de vraiment le couper à chaque trimestre, c'est vraiment formateur. Oui. Ce que j'aimais aussi, la conversation que j'avais avec mes collègues, parce que, moi, je suis allé direct avec mes direct reports, mais je trouvais que la conversation sur la fixation des objectifs était différente de l'objectif annuel. Parce que, oui, on allait un peu dans le macro, mais je pouvais plus challenger, dire, si tu réalises, comment tu vas t'y prendre? Oublie pas tel élément que j'aurais peut-être pas pris le temps de faire si c'était juste un objectif annuel, de dire, augmenter, si, mettons, je prends un objectif de vente, parce que c'est souvent facile de dire, augmenter de 20% les parts de marché dans ce secteur-là. Tu as 1 an pour le faire. Comment tu vas t'y prendre? C'est quoi les actions que tu vas faire? Puis là, tu peux faire le coaching, dire, OK, 20% dans 1 an, mais c'est quoi qu'on atteint dans le prochain trimestre? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est peut-être pas d'atteindre 20%, mais il faut peut-être développer des nouveaux outils de vente ou une nouvelle approche. Mais là, tu peux le mettre dans ce trimestre-là. Tu dis yes, on l'a eu, on célèbre, puis on s'en fixe un autre, puis on... Oui. En tout cas, c'est vrai que le trimestriel, tu as un meilleur contrôle sur ce qui se passe. Puis aussi, tu as des gens qui vont peut-être arriver, puis que toi, tu vas dire, augmente tes revenus de 20% dans l'année, mais ils ne savent pas que l'été, c'est complètement mort. Puis c'est Q1 puis Q2 où est-ce qu'ils doivent focusser au maximum. Si c'est pendant 1 an, disons qu'ils sont tranquilles les 3 premiers trimestres de l'année ou les 2 premiers trimestres de l'année, ils vont peut-être trouver ça dur l'été là, de faire leur 20% dans une période qui est morte. Fait qu'il y a des avantages et des inconvénients. En tout cas. C'est un bel exercice. On s'en reparlera dans un. C'est ça. Si j'ai des poches en dessous des yeux, si l'équipe est déprimée. Mais une chose, je pense que l'enjeu avec la performance, je ne sais pas si... Des fois, dans la gestion de la performance des objectifs, on a peur de ne pas atteindre l'objectif. Souvent,
l'atteinte des objectifs est rattachée au boni, à la performance, à l'évaluation. Fait que là, on veut pas réussir notre objectif. Fait que comme employé, des fois, on se fixe un objectif plus bas pour être sûr de l'atteindre. L'employeur veut fixer un objectif plus haut pour pas payer un boni ou whatever. Fait que comment on trouve ce juste milieu-là? Des fois, ça peut être challengeant. Vraiment. Tu me fais penser, juste parce que là, tu me parles de ça, puis j'essaye de m'imaginer, toi, qui implante ton système d'objectifs, mais d'avoir un outil facile aussi à utiliser. Là. Parce que si toi, tu es obligé d'aller faire des suivis de tous les objectifs toi-même dans un fichier Excel, tu vas trouver le temps. Oui. Non, là, on a trouvé notre outil qu'on utilise. Tout ça. Puis ça l'a changé aussi. Le fait d'avoir un outil, avant, on le faisait annuellement dans Excel. Là, on le fait trimestriellement dans un outil. Ah, c'est bon. Déjà, tout le monde peut aller lui-même mettre à jour ses propres objectifs. Exact. C'est bien. Ça devient plus collectif. Oui. Tu as parlé c'est un nouveau secteur d'activité. Il n'y avait pas de... Les gens n'étaient pas formés là-dedans. Donc, tu devais recruter des gens qui n'avaient pas l'expérience pour faire la job qu'il y avait à faire, puis tu devais les former à l'interne. Comment tu réussissais à développer la formation interne pour dire voici ce qu'on fait ici, puis comment on doit le faire? Je me souviens d'une histoire, là, puis mes collègues qui écouteront ce podcast-là vont rire avec moi, mais je me souviens qu'on avait quelqu'un qui disait hey, moi, je veux que tu m'embauches un développeur qui a 2 ans d'expérience avec cette technologie-là. J'ai vraiment besoin d'un senior. Oh, OK. Puis on cherche, mais là, on réalise que la technologie n'est pas sortie depuis 2 ans. Fait que, tu sais, c'est difficile de trouver un senior sur une technologie qui vient juste de sortir. Fait que oui, tu as raison qu'on n'a pas le choix de nous-mêmes former notre monde à l'interne. Puis chez Crack Media, il y avait... En fait, c'était dans mon équipe. Là, je parle au passé puis au présent en même temps. Là. Il y avait une équipe de formation qui était composée de 2 personnes. Puis on a décidé de prendre en main la formation. Parce qu'on a essayé avec les écoles de leur dire, bien, écoutez, il faudrait... Même pour eux, c'est difficile de suivre le beat. Là. Juste monter un cours, ça prend plusieurs mois, mais déjà, après avoir monté ton cours, c'est déjà trop tard. Donc, à l'interne, on avait 2 personnes, un responsable de la formation, un concepteur de la formation. Je ne sais pas si c'est comme ça encore aujourd'hui, mais au moment où j'étais là, on avait implanté un LMS, là, un Learning Management System, où est-ce qu'on avait vraiment des parcours de formation pour différents types d'employés. Là. On a un parcours pour les nouveaux employés, pour qu'ils comprennent la base. Qu'est-ce que c'est que le marketing web? Qu'est-ce que c'est que le SEO? Qu'est-ce que c'est qu'une landing page? Fait que vraiment comprendre les bases. Et ensuite de ça, on donnait de la formation continue. J'avais un responsable de la formation hyper créatif, un peu dans ton genre, qui avait mis en place un podcast, des lunch and learn, vraiment sur des thématiques ultra précises qui n'étaient pas nécessairement formées ailleurs. OK. Fait qu'il modulait aussi les techniques. C'était pas juste des cours magistraux, des conférences exact. Ou des trucs en ligne. Donc, il utilisait plusieurs moyens de communication. Absolument. Puis, tu sais, il n'y a pas un humain pareil. Il n'y a pas personne qui apprend de la même façon. Il y en a qui aiment ça lire tout seul, puis c'est comme ça qu'ils vont apprendre. Il y en a qui ont besoin de jouer. Il y en a qui ont besoin d'être tout seul pour se former, puis il y en a qui ont besoin d'aller dans une salle avec d'autres mondes puis parler. Fait qu'on essayait d'offrir tous les types de formations possibles. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup toucher le jeu, vivre des expériences. Fait qu'on avait monté une formation... Peut-être que tu te souviendras, dans le temps, on avait des livres, là, une histoire dont vous êtes le héros. Oui. On avait décidé de monter une formation avec, selon ce que la personne elle répondait, ça l'amenait dans un chemin ou dans un autre. Fait que si elle répondait pas la bonne chose, ben là, ça l'amenait dans un autre chemin. Fait que c'était vraiment intéressant. On avait un outil aussi qui était puissant, là, qui nous permettait d'être créatif puis d'amener des chemins différents selon les réponses. Fait que ça avait été le fun à faire. OK. Intéressant. Puis, donc là, oui, il y a toute la notion de nouvelle, de former les gens, mais comme tu dis, si la personne n'a pas l'expérience, comment on identifie le potentiel quand tu fais des entrevues? Si la personne n'a pas le travail, c'est quoi les meilleurs trucs pour identifier les gens qui vont être nos early adopters ou qui vont être des gens qui vont apprendre le plus vite possible? C'est une question qu'on pourrait poser aux recruteurs qui sont là à l'emploi, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut voir chez une personne. Déjà, si on voit son ouverture d'esprit, on voit que c'est une personne qui aime se former par elle-même, qui lit des livres, qui va sur, je me souviens plus les sites, là,
les sites où est-ce qu'il y a des formations en ligne. Là. Il y en a vraiment beaucoup, là, des sites de formation en ligne. Surtout des gens qui veulent... là. Ah oui. Ah là, je suis déçue de ne pas me souvenir du site, mais il y en a, il y en a même beaucoup. Là. Un qu'on utilise, on ne sait pas, la plupart des gens ont un abonnement LinkedIn, mais il y a LinkedIn Learning qui est inclus puis qui a tout plein. Il y a Udemy, il y en a tout plein de... Ah, c'est ça, c'est Udemy que je voulais dire. Ouais. C'est que là-dessus, les formations coûtent presque rien, puis tu peux facilement... Je ne veux pas dire que tu peux devenir développeur en faisant des formations sur Udemy, mais déjà, si on voit que les gens ont un intérêt... les profils qui avaient du succès, c'était souvent des gens qui étaient autodidactes, qui avaient créé eux-mêmes leur site web, qui avaient évolué là-dedans, qui connaissaient le marketing sur le web. Fait que je pense que c'est des éléments comme ça qui font que même si c'est pas écrit dans le CV que tu es une personne innovante, qu'on est capable de voir en entrevue. Cultiver sa curiosité. Des fois de voir cet élément-là. Vraiment le fun. Puis là, moi, j'ai entendu Crack Media pour la marque employeur, vous avez gagné des prix aussi au niveau RH et tout. Mais vous avez été un des premiers à faire un voyage, amener les employés en voyage. Je pense que ça avait fait les journaux à l'époque, tout ça. Donc, la reconnaissance, on en a parlé dans d'autres podcasts précédemment, le profil de reconnaissance. C'est pas tout le monde qui aime être reconnu de la même façon. Là, on fait un voyage, ça fait un beau stunt. C'est-tu juste un stunt ou c'est le fun? C'est qu'en fait, il faut revenir à la base de pourquoi on fait un voyage. T'sais, nous, la moyenne d'âge était quand même, je parle au nous, mais c'est toujours au passé. Chez Crack Media, la moyenne d'âge était assez basse. Même le président est encore... il était jeune, il l'est encore. Puis c'est du monde qui sont proches. Puis un voyage, ça tisse des liens que jamais tu pourras couper. Fait que moi, je n'ai pas participé à tous les voyages. J'en ai fait un avec le groupe. C'est une belle expérience. Il y a quand même... C'est comme un party de Noël. Hein? Même si tu t'en vas dans un voyage, je vais dire, tout sera... t'es toujours comme si tu étais au travail. Fait qu'il faut faire attention. Ça peut devenir un terrain qui est glissant. Puis les autres organisations qui nous entendent aujourd'hui ont peut-être vécu la même chose. Sinon, ben, c'est une chose qu'il faut quand même considérer, puis faire des rappels aux membres de l'équipe, de dire, ben, on s'en va là, oui, on va faire des formations, oui, on va faire notre rassemblement annuel, mais souvenez-vous toujours qu'on est dans un contexte de travail. Fait que non, c'est pas juste un stunt, c'est vraiment une façon de tisser des liens puis de faire en sorte que les gens se rapprochent. Tu parlais aussi dans la reconnaissance, la rémunération globale, de démontrer que c'est pas juste le salaire, tout ce qui est le reste. Fait que ça fait partie de cette façon de reconnaître les gens. On ne reconnaît pas toujours juste par un voyage ou par une augmentation. Non, c'est ça. La rémunération globale, ça comprend beaucoup de choses, puis c'est pas juste le salaire. Là, tu as fait quand même 10 ans, 12 ans chez... 10 ans chez Crack Media. Crack Media, tu donnes une business qui est en croissance, qui développe. Qu'est-ce qui fait que tu as atterri au port? Moi, je vois le port. Gros changement. Hein? Moi, dans ma tête, là, le port, c'est sérieux, c'est sévère. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Puis peut-être des histoires du passé. C'était peut-être pas le port de Québec, c'était le port de des fiers à bras. Puis qu'est-ce qui se passe au port? Syndicat, des relations tendues. Puis ça, moi, je me dis, waouh, méchant changement. Gros changement. Hein? Qu'est-ce qui t'a amené là? Même moi, en fait, j'ai été approchée pour aller à ce poste-là. Ma prédécesseur prenait sa retraite. Puis initialement, quand on m'a approchée, on me dit c'est une organisation qui voit dynamiser la région de Québec. En tout cas, c'était beaucoup orienté sur de l'international, dynamiser Québec. C'était comme confidentiel. C'était comme confidentiel au début. Sans te dire officiellement l'entreprise. Puis là, c'est sûr que là, la mission, la vision me stimulait. Fait que je m'en vais rencontrer l'organisation. Puis je souhaitais pas partir de Crack Media. C'était une super belle organisation. Puis quand ça fait 10 ans que tu es au même endroit, à un moment donné, c'est le fun de voir autre chose. Puis le port de Québec, c'est drôle que tu dises c'est sérieux. Parce que même moi, je me disais, bon, mais tu sais, ça va être des messieurs avec... oh mon Dieu, là, je veux pas avoir l'air d'avoir des préjugés, mais tu sais, d'un certain âge. Le milieu maritime, il y a des préjugés et je suis obligée de dire aujourd'hui que c'est plus fondé du tout.
C'est parce que c'est l'inconnu, je pense. Oui. En l'absence de réponse, l'être humain s'invente des réponses. C'est ça. Fait que j'ai tellement d'histoires fascinantes avec le port. Là. Le port de Québec, d'abord, ce qui m'a intéressé le plus là-dedans, c'est que le port, c'est juste 130 employés. C'est pas gouvernemental. Oui, on a des comptes à rendre à la ville, au provincial, au fédéral, mais on a un conseil d'administration, c'est indépendant. C'est un organisme. C'est autrefois, OK, avant 2000, c'était vraiment fédéral. Là. C'était des employés du fédéral, mais ça l'a changé. L'année exacte, j'ai envie de dire 1999, mais je ne suis pas certaine. Ça a changé. Et ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'on a un impact sur l'économie, sur notre région, sur les citoyens, avec les sites récréo-touristiques comme la baie de Beauport, la Cale, l'Oasis, l'Agora. C'est tous des sites c'est le port de Québec, tout ça. Là, mais c'est le port de Québec. C'est le port de Québec. Ça veut dire que le port de Québec, c'est pas décharger des bateaux. C'est pas juste ça, exact. Okay. Mais à 130 employés, c'est eux autres qui chargent puis déchargent. C'est ça, on peut pas faire tout. Puis là, ben justement, quand on entend parler, tu disais les grèves, ben il y a le port, en fait, ça part de L'Anse-au-Foulon jusqu'à, là, je ne vais pas me tromper, là, la baie de Beauport. Fait que le terrain est très grand et sur le territoire portuaire, on a des partenaires portuaires comme QSL, qui est aussi une super belle organisation, qui, eux, font le débardage des bateaux. Qui vident puis qui remplissent les bateaux. C'est ça. Puis, donc, les employés étaient des employés de nos partenaires portuaires et pas des employés du port. On a quand même 2 syndicats au port. Puis, il n'y a pas... je ne peux pas dire qu'il y a de conflits, ça va bien. Donc, nos partenaires portuaires, il y en a beaucoup. On parle de Groupe Océan, IMTT. Fait que souvent, les gens mélangent puis ils se disent, OK, c'est le port de Québec, mais en réalité, il y a beaucoup de partenaires portuaires. Okay. Donc, dans les 130 employés, vous faites quoi? Parce que là, tu me dis l'Agora, c'est des spectacles, la baie de Beauport. Ça, c'est le port qui gère ça? C'est pas tous les employés qui vont aller comme à faire l'organisation d'un spectacle ou s'occuper du terminal ou de la baie de Beauport. Souvent, c'est sous-traité à d'autres organisations qui nous aident parce que ça serait trop pour notre petite organisation. C'est un promoteur qui loue l'espace. Mais oui, si on veut, là, mais c'est vraiment plus, j'ai envie de dire, un format de sous-traité. Okay. Je ne suis pas assez certaine du mot exact, là, mais c'est, disons, sous-traité. Okay. Mais quand même, je pense à la marina, que ça, c'est vraiment des employés du port de Québec. La variété de postes au port de Québec, elle est vraiment grande. Là. On a des ingénieurs, on a des gens en environnement, on a des gens en services juridiques, des plombiers, électriciens, des gens qui font de la capitainerie qu'on appelle, là, parce que nous, on a une vigie sur tout le fleuve. Puis à chaque fois qu'il y a des mouvements sur le fleuve, s'il arrivait un accident, bien, tout rentre par le port de Québec. Par nos répartiteurs qui sont là. Un peu comme les tours de contrôle dans un aéroport. Fait que c'est hyper stimulant parce qu'on a un impact, comme je disais, sur beaucoup de choses. La variété de postes, elle est super grande. Puis, veut pas, le port de Québec est dans les médias presque tous les jours. Là. Fait que notre présence, elle est bien là dans notre communauté. Fait que c'est ça qui m'attirait, surtout au port de Québec. Puis j'ai pu voir à l'interne que mes préjugés n'étaient pas fondés. Ouais. D'ailleurs, j'avais dit, est-ce que je peux rencontrer des gens de l'équipe un peu? Puis vraiment, une super belle équipe. Et récemment, depuis le début de l'année, on a une nouvelle présidente directrice générale qui est Olga Farman, qui promouvoit beaucoup la présence des femmes dans les organisations, dans les équipes de gestion. Puis je présentais récemment à notre conseil d'administration des statistiques sur la présence des femmes et on est presque à parité dans notre équipe de gestion. Ah ouais. On a un pourcentage élevé de femmes gestionnaires, puis même dans notre comité de direction, donc vraiment les vice-présidents et chefs, il y a plus de femmes que d'hommes. Fait que, la tendance est vraiment en train de changer. Image, c'est des vieux bonhommes au port, finalement. C'est ça, toutes des jeunes femmes. Oui. OK. Puis, la mission, tu dis que c'est important de donner un sens. Oui. La mission du port, c'est de veiller à tous ces espaces-là. C'est comme un promoteur un gestionnaire immobilier qui a des sites, parce qu'il y a un petit peu de tout là, sur... Oui. On a un historique au port de Québec qui est vraiment exceptionnel. On a des armoiries dans lesquelles c'est écrit
j'accueille et je veille. OK. Puis quand notre nouvelle présidente est arrivée, elle nous a posé la question au comité de direction. Elle a dit, pour vous, ça veut dire quoi, j'accueille et je veille? Et ça nous a tous fait réfléchir à notre rôle en tant que responsable de l'administration portuaire. Parce que c'est pas comme une entreprise où on a des actionnaires. Nous, en fait, les revenus ils sont redistribués dans la population. On fait du verdissement. On la cale, tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose qui rapporte des revenus. Je peux pas dire, là, j'ai pas vu les états financiers, mais on veut redonner à la population. Fait que quand tu parles de c'est quoi la mission du port, bien, je pense que notre rôle à nous, c'est d'accueillir et de veiller à la bonne gestion du territoire portuaire. OK. Là, tu parles de port, c'est fédéral? Oui. Fait que là, toi, c'était ta première expérience entreprise fédérale. T'es notre première invitée d'entreprise fédérale. Qu'est-ce que ça mange en hiver, une entreprise fédérale? Fait que dans le baccalauréat, en relations industrielles, ils nous disent, on va vous parler du Code du travail, on va vous parler de la juridiction fédérale, mais il y a tellement peu de chances que vous ayez dans une entreprise qui est de juridiction fédérale que, tu sais, on va le passer rapide. Mais là, quand tu arrives dans une organisation qui est de juridiction fédérale, c'est pas les mêmes choses. Là. C'est les normes du travail que tu connais sur le bout de tes doigts. Faut que tu recommences à réapprendre puis que tu te dises, le temps supplémentaire, c'est-tu bien après 40 heures? Tu sais, des bases que tu as depuis tellement longtemps. C'est devenu quasiment un réflexe. Tu n'as plus besoin de réfléchir parce que tu connais, il faut tout que tu réapprennes ces choses. Exactement. Juste un exemple, on a eu l'équité salariale. Okay? Les entreprises de juridiction provinciale, ça fait longtemps là, qu'on a l'équité salariale qui est en place. Je me demande si ça fait pas 10, je ne sais plus exactement combien de temps. Ça va tellement vite, mais ça fait un bout. Ça fait un Puis nous, au fédéral, la loi sur l'équité salariale, elle a entré en vigueur il y a juste quelques années. Puis nous, l'exercice, il fallait qu'on le fasse l'année passée. Le premier exercice. Juste ça, c'est comme... C'est-tu des paramètres similaires? C'est-tu le même exercice ou ils ont des critères différents aussi? Puis... Ça serait simple d'avoir quelque chose pareil, mais non. T'as-tu écouté dans ton cours? J'ai écouté, mais ça fait tellement longtemps. Là. Mais non, les critères sont un peu différents. Okay. Un peu différents. Puis au Québec, je pense qu'il y avait un progiciel dans le temps. Il n'y a pas ça au fédéral. Là. OK. À mi-temps. C'est des règles qui se ressemblent quand même. OK. Les fondements sont les mêmes, mais l'exercice est fait un peu différemment. On est presque rendu à la fin. Je prends 10 secondes de votre temps pour remercier encore une fois notre partenaire ANSIA pour la réalisation de ce podcast Leader RH, puis de mettre en lumière des leaders d'ici. Puis là, tu parles de l'arrivée de la nouvelle présidente, votre rôle, ton rôle au comité de direction, tout ça. Comment on peut exercer notre leadership, puis notre présence exécutive, puis notre rôle stratégique davantage dans un comité de gestion? Bien, quand on a une nouvelle présidente qui arrive dans une organisation, je pense qu'on est la personne la plus importante dans les premiers mois, là, parce que la personne, elle arrive, elle fait un bilan de l'organisation, puis inévitablement, il y a des choses qui vont lui plaire, il y a des choses qui vont moins lui plaire. Il y a des changements qui viennent avec un président-directeur général. Alors, toute la gestion du changement. Est-ce qu'il y a des changements de structure? Est-ce qu'il y a des changements de rôle et responsabilités? C'est toutes des réflexions qu'il faut qu'on aille. Puis, avant, la situation était comme ça. Moi, je veux l'amener de cette façon-là. Comment on amène les humains à aller dans une direction différente tout en les gardant engagés? C'est ça le défi. Parce que faire un changement, dire à tout le monde, du jour au lendemain, on change, c'est facile. Mais comment le faire pour que les gens comprennent pourquoi on fait les choses? Fait que quand on parle de communication, d'avoir les bonnes communications, autant à l'interne qu'à l'externe. Comment avoir les bonnes personnes dans les bonnes chaises. Notre apport, il est très grand. Puis j'écoutais un des podcasts que tu avais fait. Je crois que c'est Marie-Pierre qui était chez les Dartech qui disait, quand on est un comité de gestion, on a tous notre spécialité. Fait qu'on a une présidente ou un président qui nous dit vers où il veut aller. Et chaque personne autour de la table, avec ses spécialités, va réfléchir à comment, elle, avec sa spécialité, elle va réussir à atteindre ces objectifs-là. Fait que c'est beaucoup de réflexion sur comment... Puis tu sais, ça connecte avec ce qu'on disait tantôt, d'avoir les orientations de l'entreprise, les forces, faiblesses. C'est quoi les objectifs? Ouais. Après ça, moi, dans ma spécialité,
gestion du changement, engagement, formation, c'est-tu des nouveaux talents, aller chercher? Comment je peux contribuer à cette mission-là plus grande en soi? Puis là, j'imagine, le port, ça fait des années que ça existe. Il devait avoir toutes des procédures. Tu n'avais rien à remettre en place. Il y a un port. Je vais vous faire une anecdote, OK? Quand j'ai dit à mes parents que j'allais travailler au port de Québec, ma mère me dit « Ton arrière-grand-père travaillait là. » Ah ouais, OK. Tu sais, elle me dit ça, puis ça. J'y pense plus, mais là, je commence mon emploi, puis on me dit qu'on a beaucoup d'archives. Je fais « Ah oui, OK. » J'ai dit « C'est drôle, mon arrière-grand-père a déjà travaillé là. » Puis là, on me dit « Ah, ben on a encore les dossiers d'employés des années 1900. » Ben voyons donc. OK. Fait que là, on descend dans nos archives, dans la voûte, et on trouve le dossier de mon arrière-grand-père. Ben voyons donc. Mais là, c'est des petits cartons. C'est pas un dossier avec 25 papiers. À un moment donné, il y a un peu de ménage qui a été fait, mais un petit carton avec le nom de la personne. Puis, tu sais, dans le temps, il allait dans des choses ultra personnelles. C'était quoi sa religion? C'était quoi? Y avait-tu fait de son cours? En tout cas, fait que c'était vraiment intéressant de voir ça. Donc, ça, oui, c'est hyper intéressant. Notre bâtiment, c'est un bâtiment historique avec beaucoup d'histoires et de légendes qu'on peut raconter, mais ça vient aussi avec une certaine lourdeur. Quand on veut passer dans le numérique puis se dire, bon, ben on veut plus avoir 100 boîtes d'archives, ben là, tu veux pas détruire des archives qui datent des années 1900, fait que ça amène des réflexions. Donc, le port, c'est pas comme une start-up où tu arrives, où tu construis, puis c'est tout neuf. Tu as un historique que tu dois considérer qui est important et tu dois faire une transformation. Fait que le port, là, si j'avais à définir, c'est quoi en termes d'RH, le plus gros challenge, c'est la transformation. On est en train de transformer tous les outils. Puis, tu sais, c'est sûr que tu arrives à, bon, ben j'ai besoin d'avoir un système de gestion assisté pour nos entretiens. C'est pas comme avoir un système RH où il en pleut, là. Fait qu'il faut trouver les bons outils. Ensuite, faire toute la gestion du changement autour de ça, la formation. Puis même, on s'est fait un plan à l'interne qu'on appelle un plan de capacité interne. Parce qu'on a tellement de changements qu'on veut faire qu'on se dit, bon, ben là, on va les prioriser parce que si on fait tout en même temps, on va épuiser nos équipes. On se dit, bon, notre système de paye, il faut le changer, c'est une priorité, on le fait en 2024. En 2025, fait que vous avez comme mis toute la liste de tout ce qu'il faut faire, puis vous avez priorisé ou mesuré c'est quoi la capacité que ça prend ou c'est quoi l'énergie que ça prend de nos équipes pour faire tous ces projets-là. Ça va être qui les parties prenantes qui vont devoir contribuer, combien de formateurs, à quel point ça a un impact dans la vie des gens. Puis oui, on les étale dans le temps. OK. Fait que si tu vois que pour tous ces projets-là, c'est tout le temps les mêmes équipes ou les mêmes départements qui vont être en changement, ça demande d'énergie à être en changement comme employé en tant que tel. Fait que tu peux dire, hop, on va leur donner un break. On va donner un break, on va les laisser digérer cette partie. Fait que ça devient un peu comme un plan, une partie de votre plan stratégique, de dire voici tous les changements qu'on doit faire, comment on les priorise. Exactement. Tu appelles ça un plan de c'est un plan. On a appelé ça un plan de capacité interne, mais c'est un mot que nous-mêmes, on a inventé. Là. Je ne sais pas si c'est une terminologie qui est utilisée ailleurs. On va brander ça. Non, mais j'avoue, parce que, tu sais, tu parles du contexte d'une nouvelle présidente qui rentre en place. Ça arrive, tu as parlé, je collabore des acquisitions. Les entreprises sont en croissance. Il y a des changements, des gens qui rachètent. Même moi, j'ai racheté Ansia. Je regarde le Ansia de quand j'ai commencé, tu sais, moi, ça fait 11 ans, 12 ans, je suis dans l'organisation. Ça fait 7 ans que j'ai racheté. Mais le Ansia de 11 ans, même le Ansia de 7 ans quand j'ai acheté, puis le Ansia d'aujourd'hui est complètement différent. Donc, quand il y a des nouvelles personnes au comité de gestion, un nouvel actionnaire, d'avoir cette réflexion-là, de dire, c'est sûr qu'ils vont vouloir faire des changements. Puis comme organisation, on a besoin d'en faire des changements si on veut pas mourir, puis on veut se transformer en tant que tel. Comment on fait ça? Puis il y a so much qu'on est capable de faire. C'est ça. Puis il faut que tu les priorises parce que tu peux pas. Ta bouchée, tu vas l'avaler avec des petites. Ta grosse bouchée, tu l'avales par petites bouchées, mais la première que tu vas prendre, il faut que tu choisisses, bon, c'est laquelle qui va avoir le plus d'impact sur ma transformation que je souhaite faire. OK. Fait que là, 130 employés, vous êtes combien au RH? En fait, nous, dans ma vice-présidence Talent Culture, parce que c'est Talent Culture puis ta communication. Oui, c'est ça. On a 2 personnes en santé, sécurité, mieux-être. On a
4 personnes dans l'équipe Talent Culture et on a, attendez un petit peu, 5 personnes dans l'équipe Communication, en plus d'une réceptionniste qui nous aide dans tout ça. OK. Quand même. Fait que le côté communication, c'est communication interne et externe aussi. Et là, moi, ça fait 3 mois que je travaille avec les communications. Puis, tu sais, la communication interne a toujours été gérée par les ressources humaines. Communication externe était gérée par les coms. Puis avant, il était dans un autre secteur. Et aujourd'hui, puis là, il y a peut-être d'autres organisations qui se questionnent sur la possibilité de jumeler RH et communication ensemble. C'est tellement efficace. Ah oui? En fait, là, je pense que je vais être la première à promouvoir ça dans toutes les organisations. Il faut que ça travaille ensemble parce que il faut qu'il y ait de la cohérence dans les messages qu'on passe. On a parlé de marque employeur tantôt. Ce qui sort à l'externe versus ce que tu communiques à l'interne, il faut que ça soit le même message. Tu as besoin d'être cohérent, que ce soit transparent, parce que tu veux que les gens aient confiance en toi. Fait que si tu dis un message à tes employés à l'interne, puis qu'après ça, à l'externe, tu t'en vas dire autre chose, comment les gens peuvent avoir confiance en toi? Mm. Et là, on est en train de préparer notre réunion annuelle, puis les compétences des communications sont tellement bonnes dans l'organisation d'un événement, d'écrire des allocutions. Ça a vraiment une valeur ajoutée d'avoir des communications avec une équipe d'RH. OK. Mais la partie communication externe, c'est souvent, je pense, une raison pour laquelle les scindés, c'est que c'est souvent rattaché, c'est pour communiquer aux clients ou communiquer. Vous, dans votre cas, vous avez un enjeu de communication gouvernementale étant avec la municipalité puis tous les organismes autour. Est-ce que ça tombe sous ton chapeau aussi? Les 5 personnes? OK. Oui. Évidemment, notre présidente directrice générale, elle est intimement liée avec eux. Là. Il y a une grande proximité. Mais oui, ça en fait partie. Puis, je pense que tu t'en allais sur un chemin que j'avais trouvé intéressant. Les communications, les marques employeurs. Il y a une réflexion qu'on s'est fait parce que des fois, il y en a qui disent, bon, je vais faire une marque employeur qui va être juste pour les candidats que je vais essayer d'attirer ou juste pour mes employés, puis je vais faire une marque pour mon entreprise. Et la question de ce qu'on se posait, c'est est-ce que c'est possible d'avoir 2 marques différentes? La réponse, je ne l'ai pas encore. Moi, je pense que vas-y, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Moi, je trouve que la marque employeur, ça doit être une déclinaison de la marque principale. Si tu ne peux pas avoir 2 choses différentes parce que ça se décline, c'est juste que tu le fais vivre. Ta marque principale, tu la fais vivre à tes clients, à tes partenaires, mais il faut que tu fasses vivre la même expérience, la même promesse à ton monde à l'interne. Parce que si tu fais pas ça, puis ça devient une marque juste pour attirer des candidats, parce qu'il y en a qui font de la marque employeur aussi pour juste attirer des candidats, puis là, ils rentrent dans la boîte, puis là, ils font comme « Oh mon Dieu, c'est pas ça qu'on m'avait dit, c'est pas ça qu'on m'a promis, ou c'est pas ce que je m'attendais à avoir comme expérience. » C'est sûr que ça a d'impact. Oui. C'est une marque employeur, il faut que ça représente qu'est-ce que tu es pour vrai à l'intérieur. Puis dans quel contexte les coms sont... Avant, ça relevait de où? Directement du président. OK. Puis là, c'est sous ta houppette. Oui. OK. C'est un beau terrain de jeu, au sens propre et figuré. Oui, c'est vrai, un terrain de jeu maritime. Un terrain de jeu maritime. C'est une industrie aussi qu'on connaît très peu. Puis un secteur qu'on connaît peu, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que sur ta table à dessin? Qu'est-ce qui t'attend à part tous tes changements dans ton tableau de capacité, ta charte de capacité interne? Dans ce qui est à venir, il y a des choses qui reviennent de façon régulière. Là. S'assurer que nos conditions sont bien équitables, tant sur le point interne qu'externe. Fait qu'on s'assure que la rémunération qui est donnée à nos employés, elle suit toujours le marché. Fait que ça, j'encourage les organisations à le faire régulièrement pour pas que tu perdes tes bons éléments parce qu'ils disent, t'es plus... j'ai telle personne à côté qui m'offre 25 % de plus. Fait que il y a un exercice qui est fait de ce côté-là. On a une négociation avec notre syndicat de l'entretien qui débute prochainement. J'essaie de réfléchir. Puis on a...
bon, le port de Québec, la moyenne d'âge, elle est un petit peu plus élevée que chez Crack Media. Alors, on a quand même quelques départs à la retraite à planifier. Relève. Oui, OK. on a embauché récemment une personne qui va vraiment faire du développement organisationnel, qui va s'assurer qu'on a des plans de carrière, que si on a quelqu'un qui part dans 2 ans, qu'on fasse déjà un plan sur comment on va remplacer cette personne-là. Il faut savoir aussi qu'au port, 130 employés, c'est presque aussi 130 postes différents. Oui, parce que c'est ça, tu disais, ceux qui font la surveillance, puis encore une fois, ça ne se trouve pas dans d'autres entreprises. Ce n'est pas des compétences qui sont enseignées et qui sont... C'est ça. Donc, tu as cet enjeu-là. Il n'y a pas de roulement, fait que les gens, ils restent 10, 20, 30, 40 ans au port. Fait que là, l'enjeu est un peu différent là, quand on parle de formation parce que j'ai pas besoin de les former, eux sont déjà tous bons, mais le jour où ils vont partir, j'ai besoin d'avoir formé mes gens en avance là, parce qu'il va y avoir de la perte de connaissances qui va se faire quand ces personnes-là vont partir. Ça, c'est un enjeu majeur. Autre enjeu qu'on surveille constamment, c'est la surcharge sur les équipes. On parlait dès le début là, des objectifs trimestriels. Il faut réfléchir à ne pas essouffler notre monde. Mm-hmm. Puis, tu sais, des fois, à un moment donné, on faisait une formation avec quelqu'un qui disait, des fois, pour être plus performant, c'est pas de pousser plus de viande dans ma machine à saucisses, c'est de mettre un peu moins de viande pour qu'après ça, tu n'as peut-être pas 500 saucisses, mais au moins tu as 30 super belles saucisses qui sont sorties. Oh mon Dieu, je m'excuse, je suis désolée d'avoir donné cet exemple-là de machine à saucisses. Non, mais on comprend effectivement, on va avoir tendance à dire, bon, on va en demander plus, on va bourrer la machine. Oui, bon. On comprend l'image, hein? C'est correct. L'avantage du podcast, tout le monde se fait sa propre image. C'est ça. OK, vraiment, fait que tu t'ennuieras pas. Non. On n'irait pas. Surtout pas avec une présidente aussi dynamique qu'Olga Farman. Ouais. Tu sais qu'elle vient de Rivière-du-Loup. Je viens de Rivière-du-Loup aussi. Puis moi, je pense que tu es un petit peu plus vieille que moi parce que quand je suis rentré au secondaire, on entendait déjà à l'époque parler de Olga Farman. Puis là, c'était, je sais pas si c'était présidente de l'école, mais elle avait déjà un aura à l'époque. Puis elle avait une drive. Fait que je n'avais entendu parler sans jamais l'avoir rencontrée. Mais quand j'ai plus tard, je pense que tu étais dans le cabinet d'avocat, une des premières à avoir été associée directrice d'un cabinet. Quand j'ai entendu ce nom-là aux nouvelles ou ça, j'ai fait « je connais ce nom-là ». Puis là, j'ai vu « c'est de mon village. Fille de Rivière-du-Loup. » Oui, puis c'est impressionnant. Moi, je suis toujours impressionnée de voir des gens de la région qui émergent comme ça, qui sont extrêmement talentueux. Olga, elle est connue dans le milieu des affaires depuis des années, alors qu'elle est encore très jeune. Toute jeune. Toute jeune, dans tes années. Puis elle a beaucoup d'énergie, une vision macro. J'ai envie de dire une vision large de l'évolution tant du port que de la ville. C'est vraiment très enrichissant de travailler aux côtés d'une personne comme elle. Vraiment génial. Je te remercie. Je vais nous faire atterrir avec une petite question, notre jeu de nouvelles recrues. Une petite question personnelle. Je t'invite à piger une carte et à y répondre. OK. Honnêtement. Non, pas celle-là. Non. Je sais pas. Peux-tu prendre une bleue? Oh! Ah ben c'est le fun. OK. Vie personnelle. Oui. Parle-moi du plus beau voyage que tu as fait et de celui dont tu rêves le plus. Mm-hmm. Où est-ce que tu nous amènes, Marie-André? Bon, ben là, ça fait pas très longtemps. C'est cet été. Ah oui? Je l'ai dit d'entrée de jeu, là, j'ai eu 40 ans cet été. Mon conjoint il me dit qu'est-ce que tu veux pour ton 40e? On fait un immense party avec plein de monde? Non, moi, je veux juste aller dans la nature. Fait que j'ai dit, je veux monter des montagnes. Moi, j'étais une grimpeuse de montagnes. Alors, à mon 40e anniversaire, je montais des montagnes en Utah. Fait qu'on est allé faire... évidemment, ici, on est habitué aux montagnes vertes, aux montagnes blanches. On est allé faire des montagnes rouges. Ça a été extrêmement le fun. C'est des paysages qu'on ne voit pas ailleurs. Fait que je suis allée à Zion, un parc national près de Las Vegas. C'est comme à 2 heures. Puis Bryce Canyon. Fait que c'est le plus beau voyage que j'ai fait. Celui dont je rêve le plus... Moi, je suis une personne qui vit ses rêves à tous les jours. Là. OK. Dès que je me fixe un objectif, il est rapidement atteint. Fait que celui dont je rêve le plus, maintenant que j'ai fait les montagnes vertes, les montagnes blanches, les montagnes rouges, peut-être que je pourrais aller voir des montagnes encore plus hautes. Ferais-tu une grande expédition, parce que là, c'est de randonnée, mais tu ferais-tu une expédition style Kilimanjaro ou ces choses-là? Tu serais-tu willing pour faire un... Je serais willing. En fait, la distance m'intéresse. Ce qui m'intéresse moins, c'est les bébites.
comme être obligé de dormir avec un endroit où il y aurait des bébites. Bon. Ah, OK. On peut te cacher. Comme dormir plusieurs fois dans la montagne, dans une tente, peut-être que j'aurais un peu plus de misère. Là, mais OK. la montée, la durée, ça, oui, clairement. Puis l'acclimatation, Ouais. puis tout le processus. Bon, ben, on te souhaite ça. T'auras pas besoin d'attendre à tes 50 ans. Tu vas célébrer ça. J'espère pas. Merci infiniment de nous avoir partagé tout ça. J'ai vraiment adoré ma conversation. Ben moi aussi. Merci beaucoup. Plaisir, à la prochaine. À la prochaine.